c'est des écrans tactiles partout avec plein de logiciels qui pilotent la fusée à la place des pilotes. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ces voitures, est-ce que ces logiciels, en fin de compte, sont green ou pas? Alors la voiture Tesla, la voiture électrique, même plus généralement, on la vend comme un moyen beaucoup plus écologique de se déplacer. C'est vrai que sur le papier, comme ça, au prime abord, ça a l'air sympa, ça a l'air plutôt bien. Maintenant, on peut se poser différentes questions sur justement l'empreinte carbone de ce type de véhicule. Quand est-ce qu'ils sont construits? Avec quels matériaux? Est-ce que ce sont des terres rares ou pas? Comment est-ce qu'ils sont aussi recyclés? Ce n'est pas encore trop le sujet parce qu'elle vient juste de sortir, mais ça sera forcément aussi un sujet d'ici quelques temps. Comment est-ce qu'on va recycler justement tous les matériaux de ces voitures? Et puis après, si on regarde juste la phase d'utilisation, on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est green? C'est pas parce que je recharge des batteries que ça règle tous les problèmes. Alors les batteries elles-mêmes, là aussi, il y a des questions qu'on peut se poser sur la façon dont sont construites ces batteries et les différents composants des batteries, mais aussi, si je recharge ma batterie en fin de compte avec une électricité qui n'est pas spécialement verte, je n'ai pas gagné grand-chose. Un autre exemple de système prépondérant, c'est le cloud. Le cloud est souvent pointé du doigt comme étant désormais, en fin de compte, le grand méchant de l'informatique qui consomme beaucoup. À tort ou à raison. Le cloud, en fait, il y a deux façons de voir la chose. D'une part, il y a l'aspect mutualisation. L'aspect mutualisation, ça, c'est plutôt une bonne chose pour le cloud. Parce que, justement, en mettant en commun des ressources au sein de data centers, en mettant en commun des logiciels sur les machines de ces data centers, on arrive à concentrer, justement, la consommation énergétique de ces applications. Et du coup, cet effet de masse, ce levier, va nous permettre justement de pouvoir mettre en place des optimisations, de pouvoir investir sur de l'optimisation, du refroidissement, de l'alimentation, de comment on construit ces data centers, chose qui est très difficile de faire si on est la petite entreprise locale qui héberge 2-3 serveurs. Alors, on ne va pas trop se poser la question de l'optimisation de ces 2-3 serveurs. Le cloud, pour ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, le cloud, c'est aussi de la virtualisation, beaucoup de virtualisation. Et donc, on verra là dans la présentation que le fait d'empiler des couches, ça peut aussi donner lieu à certaines dérives en termes de consommation. Et qu'il faut être vraiment vigilant sur la façon dont on va utiliser justement ces infrastructures logicielles, parce que là aussi, il va y avoir pas mal d'énergie qui est consommée. Alors, dans ma présentation, en fin de compte, moi, je m'intéresse, comme je vous ai dit, à tous les aspects liés au logiciel. Sauf que bien souvent, quand on parle d'optimisation énergétique, les gens nous disent, oui, mais l'optimisation énergétique, ce n'est pas une problématique logicielle, c'est une problématique matérielle. Et notamment, Joe Armstrong, alors je ne sais pas qui connaît Joe Armstrong dans la salle. Je vous dis Erlang. Quelque chose? Joe Armstrong est le fondateur d'Erlang. Donc, il nous a quittés malheureusement il y a 2 ans maintenant, et puis quelques semaines avant de nous quitter, en fin de compte, il tweetait encore. Et il a tweeté ça, il a tweeté justement que sur ces dernières années, en fin de compte, la plupart des améliorations qui avaient pu être observées au niveau de l'énergie, de l'économie d'énergie, étaient liées justement à du matériel, à des optimisations matérielles et pas à du logiciel. Alors c'est vrai que quand on regarde en fin de compte ce qui se fait au niveau matériel, il y a beaucoup d'activités. Regardez Intel par exemple sur ses processeurs. Il y a beaucoup d'optimisations qui sont mises en place au sein des processeurs pour justement essayer de réduire leur consommation. C'est un gros enjeu pour eux parce que voilà, derrière, le déploiement du nombre de microprocesseurs à l'échelle internationale est juste énorme. Ça vaut le coup d'investir encore une fois parce qu'on est dans une situation de mutualisation et que du coup, Intel peut se permettre d'investir justement sur ces questions-là. Encore une fois, si on est la petite entreprise locale qui développe du logiciel, là, ça va être plus difficile. On est centré sur son logiciel, on utilise des technologies, et puis on essaie de faire en sorte déjà que notre produit fonctionne comme attendu, qu'il n'y ait pas trop de bugs, et généralement, la question énergétique va être reportée à plus tard.
Si on s'arrête à ça, en fin de compte, on pourrait se dire, bah, ma présentation s'arrête maintenant. Je vais prendre vos questions. Pour autant, on s'est dit, nous, il y a maintenant à peu près 10 ans, on pense que ça vaut le coup quand même de creuser cette question. Et on pense que justement, le logiciel va avoir un rôle important à jouer dans les années à venir. Et que du coup, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du logiciel. Alors, il se trouve que on a eu du pif, comme on dit, puisque là aussi, récemment, en fin de compte, les politiques se sont emparés de la question. Donc en 2019, il y a eu notamment la question d'un député à l'Assemblée nationale, M. Brun, qui a commencé à lever le point que justement l'économie du logiciel, toutes les entreprises de services numériques, généraient beaucoup de logiciels et que ça, derrière, ça devait quand même avoir un impact sur la consommation carbone et que ça vaudrait peut-être le coup de commencer à engager des travaux et de légiférer là-dessus. Alors, il n'y a pas eu de réponse à cette question du député Brun, mais ce qu'on a vu apparaître plus récemment, c'est un projet de loi pour justement réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et dans ce projet de loi, bon, bien évidemment, il y a plein de sujets qui sont abordés, mais il y a un point qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a un article qui dit qu'on va conditionner la diplomation des ingénieurs en informatique à l'obtention d'une attestation de compétences acquises en éco-conception logicielle. Là, on voit précisément que dans un projet de loi, on se pose la question de justement faire en sorte que les ingénieurs, alors j'espère que ce ne sont pas juste les ingénieurs, mais tous les bacs 5, et de manière plus globale tous les étudiants du supérieur, soient sensibilisés à cette question de l'éco-conception logicielle et puissent demain développer des logiciels qui soient plus raisonnables et plus responsables du point de vue énergétique. Alors, bien évidemment, quand on a dit ça, on a tout dit, du point de vue politique, et puis c'est débrouillez-vous. Il se trouve que la mise en place d'une telle attestation n'est pas chose simple. Il y a encore beaucoup de questions côté recherche, notamment, qui se posent. On n'a pas réponse à tout. Les choses évoluent continuellement, parce que le matériel évolue aussi, donc on est obligé de réviser aussi les travaux en fonction de ça. Et puis, il y a encore un certain nombre de barrières auxquelles il faut faire face. Alors, une des premières barrières, c'est lié justement à comment les développeurs aujourd'hui appréhendent cette question de la consommation énergétique des logiciels. Donc, il y a une étude qui a été faite par des collègues canadiens il y a quelques années qui ont sondé une communauté de développeurs logiciels pour leur demander justement comment ils appréhendaient cette question du développement logiciel sous un angle justement économie d'énergie, et puis qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour essayer de réduire la consommation énergétique. Donc ils ont remonté un certain nombre d'approches qui permettaient justement pour eux de pouvoir concevoir des applications qui consomment moins. Donc on retrouve justement avoir des algorithmes qui soient meilleurs. D'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Moins de calculs. Bon, il y a quand même une conscience que le calcul, c'est quelque chose qui va faire travailler la machine et qui, du coup, va générer une consommation. Améliorer tout ce qui est lié aux accès, donc accès réseau, accès mémoire. Améliorer tout ce qui est lié justement au graphisme qui sollicite l'écran, ça va avoir aussi un impact. Et puis après, tout un ensemble d'optimisation qu'on pourrait imaginer. Et puis dans le cadre de cette étude, ils ont aussi remonté un certain nombre de freins qui expliquaient pourquoi ce n'était pas plus naturel pour les développeurs de justement intégrer cette préoccupation énergétique. Dans les freins qui sont remontés, ceux qui sont les plus intéressants pour moi, bien sûr j'ai un biais dans ma lecture, c'était le fait que aujourd'hui, cette question de consommation énergétique, elle n'est pas prépondérante pour les clients. Okay, quand on est une entreprise de services numériques, on veut faire développer un logiciel, on veut développer un logiciel pour un client, le client va nous payer. Mais généralement, dans les priorités du client, c'est que bien évidemment le logiciel fonctionne et de l'avoir le plus vite possible. Comme je vous disais, la conséquence, c'est que justement,
prendre du temps pour justement optimiser les algorithmes, pour optimiser les accès à la base de données, au réseau, ça va passer au second plan. Ça va être ce qu'on appelle la tierce maintenance et évolution. Et ça, du coup, forcément, bien souvent, ça va passer à la trappe. C'est un peu la même chose qui s'est passé il y a quelques années avec la notion de qualité de code. Quand on parlait de qualité de logiciel, les entreprises disaient c'est pas prioritaire, moi ce que je veux c'est du code qui fonctionne et qui est livré le plus vite, et puis le reste ça passera en tierce maintenance applicative. Les choses ont évolué, les entreprises ont pris conscience que au final ce logiciel c'était quand même la mine d'or sur laquelle ils étaient assis, c'est ce qui faisait tourner leur business, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir un code de mauvaise qualité parce que sur le long terme ça ne tenait pas. Maintenant, les entreprises acceptent plus facilement, c'est pas encore gagné, mais acceptent plus facilement d'avoir des tests, d'avoir de l'intégration continue pour faire en sorte de justement travailler sur cette qualité des logiciels, parce que c'est un investissement sur le long terme. Pour la question de l'énergie, c'est encore une question ouverte, et on n'a pas encore fait forcément ce phénomène-là. L'autre observation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que pour la plupart des gens, la plupart des développeurs, c'est une problématique matérielle. Le développeur n'a pas à se préoccuper de la question de l'énergie à son niveau. Lui, il délègue ça au matériel. Il se défausse totalement. Et ça, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée qui est entretenue par le fait qu'on monte en abstraction. Je vous ai parlé de couches tout à l'heure, notamment dans les data centers, mais à tous les niveaux, on peut voir ce phénomène de couches. Généralement, quand on met des couches en place, on abstrait ce qui se passe en dessous, on cache. Et du coup, les personnes aujourd'hui pensent que c'est toujours la couche en dessous qui doit s'en occuper. Et c'est pas ma faute, c'est l'autre. Et donc ça fait en sorte que si on regarde juste le problème par un petit bout de la lorgnette, on a l'impression que ça fonctionne très bien, mais on ne se rend pas compte que globalement, ça peut avoir un impact. Et le dernier point, c'était qu'au final, les développeurs, même s'ils souhaitaient pouvoir justement se préoccuper de la consommation énergétique, eh ben, un des problèmes auxquels ils faisaient face, c'est qu'il n'y a pas d'outils pour mesurer. Et aujourd'hui, quand on veut mesurer la consommation, ou en tout cas au moment où ils ont rédigé cette étude, le seul moyen, c'est d'investir dans un wattmètre, de brancher le wattmètre sur la machine, et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la machine. Et du coup, ça, c'est assez galère. Cette étude, nous, on l'a répliquée. Alors, on n'a pas fait eux avaient fait ce qu'on appelle une étude quantitative, comme je vous ai dit, via un formulaire. Nous, on a reproduit l'étude dans le cadre d'un partenariat avec Orange Labs en faisant une étude qualitative, c'est-à-dire qu'on a interviewé des développeurs de chez Orange pour voir un petit peu justement comment eux appréhendaient cette question. Et grosso modo, on est retombé à peu près sur les mêmes conclusions. Okay, donc ça, l'étude qu'on a faite, on l'a faite là en 2020, juste avant la crise. Et on voyait que la situation était encore difficile pour les développeurs pour s'approprier les outils et pouvoir justement agir à leur niveau. Donc si on prend cette question de la question de justement comment est-ce qu'on mesure la consommation des logiciels, alors il me semble que vous avez eu une intervention de Scaphandre, de Benoît Petit, qui vous a présenté son outil. Nous, il se trouve qu'on a aussi travaillé sur un outil de mesure de la consommation qui s'appelle Power API. Alors nous, on a commencé à y travailler il y a maintenant une dizaine d'années, dans le cadre de la thèse d'Adèle qui est présent ici, et on a continué de travailler là-dessus depuis. Ça fait grosso modo, je dirais, la même chose que ce que propose Scaphandre, c'est-à-dire proposer de la mesure de consommation à la granularité du logiciel. Après, le diable est dans le détail, c'est-à-dire on le fait différemment. Le point de départ, c'est que les architectures aujourd'hui, je vous ai dit, sont super complexes. Les constructeurs, Intel, investit beaucoup pour pouvoir justement réduire la consommation de leur matériel. Et ça conduit à plein de mécanismes d'optimisation qui s'entrecroisent en fait dans les architectures matérielles. Okay. Le processeur peut travailler à différentes vitesses. On a ce qu'on appelle du frequency scaling, qui change sa vitesse d'exécution en fonction du contexte pour essayer de minimiser sa consommation, parce que quand je réduis ma vitesse, j'arrive à consommer moins. Donc ça, c'est un premier levier qu'il active en permanence. Un autre levier qui intervient, c'est qu'il est capable aussi de se mettre en veille. Et pas juste, ça fait 5 minutes que je n'utilise pas mon CPU
et du coup, il va se mettre en veille pour 1 heure. C'est même, je suis en train d'exécuter un programme, et pendant quelques microsecondes, je suis capable de faire tomber le processeur dans un certain niveau de veille pour pouvoir justement économiser de l'énergie. Vous avez l'impression que l'application travaille, mais en fait, lui-même, il fait justement des micro-siestes pour pouvoir économiser de l'énergie. Et puis après, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Si j'utilise qu'un seul cœur ou 2 cœurs, on va faire du dynamic overclocking, c'est-à-dire que le processeur va monter au-dessus de la gamme de fréquences qu'il utilise habituellement parce qu'il n'a pas beaucoup de cœurs. Donc, il peut se permettre de faire tourner le processeur un peu plus vite pour le faire chauffer un peu plus, mais pour gagner en vitesse. Alors ça, il y a quelques années, quand on trifouillait les CPU, on le faisait à la main. On faisait de l'overclocking, hein, on ouvrait le châssis et puis on jouait directement sur la carte mère pour le faire travailler un peu plus. Aujourd'hui, on ne s'amuse plus trop à ça. C'est directement le processeur qui le fait pour nous. Et donc, ce qui se fait, c'est que les architectures, maintenant, sont super complexes. Je dirais même que des fois, on se demande si Intel comprend ce qui se passe encore dans leur processeur. Parce que même quand on lit la documentation, il y a des zones de flou. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à travailler là-dessus, on avait encore des architectures qui étaient gérables. On pouvait encore se permettre de modéliser la puissance d'un processeur en fonction de son activité en ayant connaissance de l'architecture. Là, sur la dernière décennie, ça a juste explosé et donc on ne peut plus se permettre de modéliser justement à la main le fonctionnement d'un processeur parce que nouvelle génération de processeurs, tout change, on est obligé de refaire le modèle à la main et ça nous prend du temps à chaque fois. Ce qu'on a mis en place depuis quelques temps, nous, c'est une approche qui fait, parce que fait tout le monde aujourd'hui, du machine learning, c'est-à-dire qu'on va essayer justement d'apprendre le modèle de puissance du processeur pour pouvoir justement estimer sa consommation et pouvoir rendre la consommation à l'échelle des logiciels. Donc pour pouvoir faire ça, on utilise ce qu'on appelle des compteurs de performance. Des compteurs de performance, c'est quoi? C'est des petits compteurs qui sont implantés directement dans le processeur à très bas niveau, qui mesurent plein de choses qui se passent dans le processeur. Là aussi, ce n'est pas forcément toujours très bien documenté, donc on a des valeurs, mais on ne sait pas toujours vraiment à quoi elles correspondent. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment très proche du processeur. On colle vraiment au processeur, on est capable de comprendre, je dirais, d'un point de vue physique, ce qui se passe au niveau processeur. Et du coup, le but, c'est de pouvoir observer ces événements, comprendre quels sont les événements pertinents dans ce qu'on cherche à faire, en l'occurrence, mesurer la consommation, et puis essayer justement de construire un modèle sur la base de ça. Alors, pour faire ça, en fin de compte, on est aidé par le fait que les processeurs, aujourd'hui, il y a déjà une sonde implantée dans les processeurs. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle RAPL, et ça a été poussé à la base par Intel. Donc, on a une sonde à l'échelle du processeur. Ça, c'est déjà cool, parce qu'on n'a plus besoin d'investir dans des wattmètres à côté pour mesurer la consommation, ce qu'on faisait, nous, avant. Et puis, on va essayer d'utiliser justement cette information qu'on utilise comme une vérité de terrain, un ground truth, pour pouvoir identifier les bons compteurs à un grain plus fin, qui sont bien corrélés à cette consommation. Une fois qu'on a identifié les bons compteurs, bah, hop, on construit le modèle. Alors, ça paraît simple comme ça, sauf que les compteurs en question, selon les architectures, on va en avoir plusieurs centaines. Et ce qui se passe sur un processeur, c'est qu'on ne peut pas dire, si j'ai 400 compteurs, bah, tu mesures les 400 compteurs, et puis je vais regarder ce que je peux faire de ces données. Le processeur nous dit, bah non, en fait, je peux en mesurer que 8 précisément en parallèle. Au-delà, je vais faire de l'extrapolation, et du coup, les valeurs ne vont plus dire grand-chose. Il faut qu'on gère, en fin de compte, ces contraintes pour pouvoir faire un sampling de tous ces compteurs qui soient pertinents pour pouvoir extraire la bonne formule. Et puis une fois qu'on a fait ça, ben on a notre modèle. On est capable justement, parce qu'on utilise un modèle de régression, en fin de compte, ben de produire des estimations à l'échelle des conteneurs, de machines virtuelles, de tout ce qui utilise des C-groups sous Linux, pour pouvoir justement estimer la consommation typiquement du Firefox que vous utilisez, du Microsoft Teams, peu importe. Ça veut dire que grosso modo, on n'a besoin d'aucune instrumentation de l'application. On met n'importe quelle application sur l'étagère et on va pouvoir suivre sa consommation. Et ça, on le fait en continu, c'est-à-dire que si jamais on s'aperçoit que notre modèle diverge de la sonde RAPL qu'on utilise comme vérité de terrain, ben on va ressembler. Ça veut dire que quelque part, le CPU est en train de faire quelque chose de différent de ce qu'il faisait quand on a appris le modèle. Ben, ce n'est pas grave, on va recalibrer le modèle pour pouvoir toujours coller à cette vérité de terrain.
Ouais, il y a une question. Alors, la C-Group, c'est un mécanisme qui est disponible dans le noyau Linux depuis maintenant quelques années, hein, c'est pas nouveau, et qui permet, comme son nom l'indique, en fait, c'est control groups. Ça va permettre de pouvoir prendre le contrôle d'un ensemble de processus du système, et puis on va pouvoir justement contrôler l'accès au CPU de ces processus, on va pouvoir jouer sur différents paramètres, mais au-delà du contrôle, qu'on utilise assez peu au final, aujourd'hui, ça nous donne aussi pas mal d'informations. Ça va nous donner aussi une fonctionnalité de surveillance qu'on doit exploiter justement pour venir placer nos compteurs aussi à l'échelle de ces groupes, c'est du coup récupérer les compteurs aussi par application. Donc ça donne ça, grosso modo, c'est on a notre vérité Terra, RAPL, donc ça c'est la consommation d'un stress qu'on a fait exécuter. On a en dessous le modèle qu'on a appris, donc on voit on est assez proche au final de cette vérité de terrain, on colle assez bien. Et une fois qu'on a réussi à prendre cette modèle, on peut le désagréger, on va pouvoir le séparer pour identifier pour les différents composants qui sont sur l'application, sur le système, qu'est-ce qui consomme quoi. On va avoir la consommation du noyau Linux, la consommation de tous les processus système, tout ce qui tourne sur votre système à l'instant T. Et puis ici, on a nos différentes applications qu'on a souhaité injecter. Donc, on a des applications qui sont exécutées en mode séquentiel. Donc, on voit bien que c'est bien attribué aux bonnes applications. Et puis, si on fait tourner des choses en parallèle, on va bien aussi voir la part de consommation de ces applications. Alors, je ne l'ai pas sur ce graphe-là, mais généralement, on montre aussi le coût de notre sonde, hein, qui est de l'ordre de 2 watts. Ça coûte 2 watts, grosso modo, de mesurer la consommation sur votre machine. Une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir faire différentes choses. Et sur le reste du talk, je vais vous présenter différentes applications. La première, c'est qu'on peut commencer à fournir un certain nombre de rapports sur la consommation du système. Donc là, c'est la même chose, grosso modo, que ce graphe-là, sauf que si on agrège les données et qu'on parle désormais d'énergie et plus de puissance, on va pouvoir voir, tiens, mon NPB PCG, là, qui est un benchmark du NAS Parallel Benchmark, en fait, compte, il a consommé 80 000 joules sur mon CPU de ma machine, le premier CPU, et puis il a consommé, alors là il n'y a pas de chiffre, mais il a consommé une autre partie sur le deuxième CPU. On va aussi avoir des informations sur la consommation mémoire, parce que RAPL nous fournit aussi des informations sur la consommation mémoire, donc on est capable de la modéliser. Donc on va avoir justement ici les différentes informations sur qui consomme quoi. Et donc ça déjà, pour un développeur, ça va lui permettre de mieux comprendre son application et comment elle s'exécute sur une machine donnée. Donc c'est là où il va pouvoir se rendre compte de, si je veux pouvoir optimiser la consommation de mon application, où est-ce que sont les gros points de dépense, les points chauds, et sur quoi je dois me concentrer en priorité. Ça, cette sonde, Power API, nous on a des différents articles qui ont été publiés. Là, celui-ci, c'est SmartWatts, qui a été publié l'année dernière à CC Grid. Il y a un article aussi cette année à CC Grid qui s'appelle SelfWatts, qui présente une évolution de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et qui présente en détail justement cette solution Power API qu'on développe. C'est une solution qui est sur le point d'être déployée chez OVH Cloud. Et donc, la collaboration qu'on a avec OVH Cloud aujourd'hui devrait permettre à tous les clients d'OVH Cloud de pouvoir consulter la consommation de leur machine virtuelle. Donc, si vous prenez une VM sur leur public cloud infrastructure, vous pourrez, via l'interface d'administration, consulter combien votre VM a consommé sur l'infrastructure OVH Cloud. Et la deuxième chose qui devrait être disponible prochainement, c'est aussi de pouvoir directement dans votre VM avoir accès en temps réel à sa consommation. Ça permet, si vous déployez du logiciel chez OVH, de pouvoir savoir exactement combien ça consomme et éventuellement là aussi de mettre en place vos propres optimisations. Alors quand on a développé cette sonde, on va pouvoir faire plein de choses, je vous ai dit. La première à laquelle on s'est intéressé, c'est qu'est-ce qui se passe si j'exécute le même code sur la même machine plusieurs fois. En théorie, on se dirait ça consomme autant. Et là, la surprise, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, dans une étude qu'on a réalisée, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir pas mal de variabilité sur la consommation d'un logiciel. Ça, c'est grosso modo un benchmark. Alors, je ne vais pas noter le nom du benchmark, mais un benchmark du NAS Parallel Benchmark
qu'on utilise beaucoup, qui a été exécuté un certain nombre de fois, à la fois sur une même machine, mais aussi sur un ensemble de machines qui appartiennent au même cluster. En théorie, ce sont des machines qui ont été commandées ensemble, installées ensemble, qui sont colocalisées. On pourrait penser totalement identiques, même processeur et tout, même configuration, et on exécute plusieurs fois la même application. On s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de variabilité sur la consommation. Pourquoi? C'est pas clair. C'est pas clair parce que, comme je vous ai dit, le processeur fait plein de trucs, c'est plus déterministe. Il n'y a pas deux fois exactement le même comportement. Si on relance, il va prendre des décisions qui sont potentiellement différentes. Le système s'exécute en parallèle, il fait peut-être des choses un peu différentes entre deux exécutions. Et puis, il y a de la variabilité. Donc ça, ce qui est important de retenir, c'est que, grosso modo, quand vous faites de la mesure de conso, faites très attention à ne pas prendre juste une mesure. Parce qu'on a vite fait de prendre une mesure, se trouver là, se dire, bah tiens, j'ai fait une super optimisation qui est géniale pour mon papier, de reprendre une mesure, se trouver là, et de se dire, bah en fait, c'est mon optimisation, elle est géniale. J'ai gagné, je sais pas, 20% sur la consommation. Sauf que c'est juste un biais de la mesure. C'est totalement du hasard. Si vous refaites une mesure, peut-être que la première fois, vous serez en bas, et avec votre optimisation, vous serez en haut. Et là, vous dites, ah mince, j'ai tout perdu. C'est vraiment important de pouvoir reproduire plusieurs fois les mesures pour pouvoir s'assurer que justement, quand vous travaillez sur des optimisations, le gain qui est observé est vraiment le bon gain. Parce que si vous avez 20% de variabilité et que vous avez un gain de 10%, on ne sait pas si vous êtes dans l'intervalle ou si vous avez réussi à sortir de cet intervalle. Dans le papier, on présente un certain nombre de choses qui vont permettre justement de réduire cet intervalle. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler au niveau du processeur, du système d'exploitation qui vont permettre de réduire cet intervalle. Alors, on ne le réduit pas à zéro, bien évidemment, mais on arrive à le contenir de manière à ce que quand on fait nos expérimentations, on puisse plus facilement, justement, converger vers des résultats probants. Par contre, des fois, ça consomme un peu plus parce qu'on va désactiver justement des optimisations du CPU qui s'activent dans certains cas bien particuliers. Oui. Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de variations pourquoi il y a autant de variations entre des processeurs identitaires? Ici, alors nous, on l'étudie moins parce que c'est vraiment pas notre cœur de métier, mais il y a pas mal de publications qui ont déjà mis en évidence ça, que justement sur des chaînes d'assemblage, en fin de compte, vous pouvez avoir de la variabilité entre les processeurs. Ce qui se passe, a priori, c'est que la finesse de gravure en fait, des processeurs qu'on atteint aujourd'hui fait qu'on a beaucoup moins de déterminisme dans les exécutions. Alors, il y a quelque temps, on parlait de Dark Silicon. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop suivi où est-ce que ça en est, mais c'est vraiment un problème là au niveau matériel qui fait qu'on observe que les processeurs, même sortis de chaîne sur un même batch de production, vont avoir des consommations différentes. Donc, des fois, ça peut valoir le coup de benchmarker ces processeurs pour savoir un petit peu ce qu'ils consomment, parce que ça peut avoir une incidence. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les logiciels, maintenant, on les empile. C'est un peu comme une tour de Pise. Hein. Aujourd'hui, on a du matériel tout en bas. Sur ce matériel, sur ce host, on va avoir une couche logicielle qui va être un système d'exploitation. On va faire tourner un hyperviseur dessus. On va avoir des machines virtuelles qui elles-mêmes vont faire tourner un OS guest. Parce que c'est à la mode, on va faire tourner des conteneurs, hein, du Docker et compagnie dessus, voire même du Kubernetes. Dans ces conteneurs, on va avoir des JVM qui vont faire tourner des frameworks, une application, et puis l'utilisateur est tout en haut. Ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'on a cet empilement de couches, et puis chaque couche fait du mieux qu'elle peut. Et éventuellement, elle essaye d'optimiser la chose, ou elle se dit qu'en tout cas, elle est certaine que la couche en dessous le fait bien. Donc nous, en fait, dans nos travaux, on essaye justement d'intervenir sur ces différentes couches, de voir au niveau de chaque couche ce qui peut être fait, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a un gain de travailler pour ces différentes couches. Et
le message vraiment qui est important pour moi, c'est que oui, il y a un gain. Et qu'aujourd'hui, faire de l'optimisation énergétique, c'est surtout pas de penser que quelqu'un d'autre s'en occupe, c'est surtout pas de se limiter à le faire à son niveau, et c'est d'essayer de travailler justement sur cet ensemble de couches. Chose qu'on arrivait à faire il y a quelques années assez facilement parce que grosso modo, mon application, elle tournait quelque part là. J'étais très proche du matériel. Le matériel était aussi plus simple, donc on aimait faire justement des optimisations, faire des algos aux petits oignons pour pouvoir justement consommer moins. Dans le domaine de l'embarqué, c'est aussi généralement une culture qui est assez présente. Les gens sont conscients justement des aspects matériels. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait de l'application web, bah, tout tourne dans une VM quelque part dans le monde. Donc ça, on l'a un peu perdu de vue. Quand on travaille notamment dans le cloud, hein, ce qui a été montré par des gens de chez Google, c'est que le cloud est quand même sous-utilisé. La problématique pour du matériel, c'est que l'efficacité et l'efficience maximale, elle est atteinte quand j'utilise à plein régime ma machine. C'est là où, grosso modo, j'ai réussi à amortir la consommation au repos, l'idle, en utilisant maximum ma machine. Sauf que dans la pratique, la zone d'utilisation est plutôt de l'ordre à 10 à 50% de la machine. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui expliquent ça, des problématiques de consolidation, des problématiques d'overcommitment. Dans le cloud, on peut surcharger une machine pour faire en sorte qu'elle héberge plus de ressources qu'elle ne peut. Et ça, généralement, quand on est dans un cloud de production, on ne préfère pas le faire parce qu'on préfère garantir au client qu'il aura toujours des ressources disponibles. Donc, on préfère faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose qu'on puisse utiliser que de l'utiliser tout de suite. Et on n'a pas la garantie non plus que le client, actuellement, s'il provisionne une machine virtuelle sur mon cloud, sur ma machine, ben, il va faire quelque chose avec cette machine virtuelle. Peut-être qu'il y a plein de machines virtuelles qui sont allouées là sur ma machine, mais au final, j'en ai que 2 qui travaillent réellement. Et du fait que les données, les CPU sont provisionnées, c'est-à-dire qu'elles sont réservées pour ces machines virtuelles, eh ben, je ne peux pas les réutiliser pour quelqu'un d'autre, même si la machine virtuelle ne fait rien d'autre. Et donc, j'ai un gâchis de ressources qui se met en place. J'ai des machines qui ne tournent pas à plein régime, et du coup, bah, je suis dans cette situation où j'ai vraiment pas d'efficience énergétique. Donc, pour pouvoir travailler là-dessus, on a fait différents travaux. Un premier travail qu'on a réalisé, on l'a réalisé sur OpenStack. Donc OpenStack qui est une solution open source pour justement faire tourner du IaaS, hein, l'infrastructure as a service. Donc sur OpenStack, en fin de compte, il y a ce qu'on appelle l'overcommitment que j'ai évoqué juste avant. C'est-à-dire on peut dire, bah tiens, pour un CPU physique que j'ai sur ma machine, voilà combien de CPU virtuels je vais pouvoir déployer dans mon infrastructure. Je peux dire, bah voilà, pour un CPU physique, je vais avoir 3 CPU virtuels qui vont se partager 3 machines virtuelles, par exemple, pour pouvoir travailler sur cet équilibre. L'overcommitment, c'est ce qui va permettre justement d'essayer d'utiliser le plus possible ma machine. Par contre, ça a un effet néfaste, c'est que si tout le monde l'utilise, ben, les performances vont s'en ressentir. Il faut trouver un bon équilibre. L'overcommitment, c'est ce qui fait qu'on va justement pouvoir aussi héberger plus de VM sur notre infrastructure. Et donc, il y a beaucoup de IaaS qui sont des IaaS privés. On parle souvent de Amazon, d'Azure, d'OVH, mais il y a quand même pas mal d'infrastructures cloud qui sont des infrastructures cloud privées, hébergées par les entreprises, qui veulent juste un peu plus de flexibilité pour gérer leurs machines. Et ces entreprises, elles n'ont pas les moyens d'un Amazon ou d'un OVH, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas assembler et déployer des machines physiques à la demande pour augmenter la capacité de ce cloud. Si on est une petite entreprise, eh ben, on doit faire avec les machines qui sont disponibles, et si au bout d'un moment ça déborde, eh ben, faut appeler la direction en disant bah là on va avoir besoin d'un budget pour acheter un serveur, un hyperviseur supplémentaire parce qu'on a besoin de plus de ressources. Et donc c'est ce qui se passe, hein. On peut jouer sur l'overcommitment, mais on va dégrader les performances, ou sinon il faut racheter une machine supplémentaire pour dire de pouvoir aller déployer plus de VM dans mon entreprise. Sauf que ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on déploie une VM qu'on l'utilise. Et il y a beaucoup de VM qui sont déployées et qui sont des VM Ghost. Elles sont déployées, les gens l'utilisent peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et puis après ils vont les oublier. Donc ces VM vont rester là, elles ne vont plus forcément avoir d'activité, mais elles vont continuer à prendre des ressources.
Nous, c'est ce qu'on a voulu travailler dans le cadre de cet article. Et on a regardé justement est-ce qu'on pouvait détecter des VM qui n'avaient pas d'activité dans l'esprit de pouvoir les recycler. C'est-à-dire de les mettre de côté, de libérer les ressources et pouvoir les mettre à disposition d'autres VM qui ont besoin d'être déployés. Et donc, ce qu'on a fait ici, on a rajouté un état dans le cycle de vie des VM tel qu'il est proposé par OpenStack. On a aussi rajouté un état qui est l'état recyclé et qui va permettre de détecter qu'une VM n'est pas disponible, de la mettre de côté en faisant un backup de son état à l'instant T, de la garder si jamais on en a besoin et de déployer notre VM à la place. Donc, si jamais on en a besoin, alors on en a besoin parce que l'utilisateur se reconnecte dessus ou qu'il y a une requête qui arrive sur la VM, on va garder une IP disponible pour cette VM et puis quand on va venir requêter cette IP, on va venir replacer cette VM dans notre infrastructure parce qu'on va se dire, bah mince, on pensait qu'elle était fantôme, mais en fait elle ne l'est pas réellement, c'est juste qu'elle est utilisée très sporadiquement. Donc c'est ce qu'on fait dans l'infrastructure, on a un service en plus qui va justement surveiller ce qui se passe dans l'OpenStack, regarder, tiens, là il y a une VM qui n'a pas été utilisée depuis un moment, via les métriques qui sont mises à disposition par Ceilometer, et puis va prendre des décisions, notamment quand on lui demande de déployer une nouvelle VM et qu'il n'y a plus de place, va dire, bon, à la manière d'un garbage collector sous Java, si vous connaissez le fonctionnement du garbage collector dans la machine virtuelle Java, va venir récupérer des instances de VM inutilisées pour pouvoir les mettre de côté et déployer la nouvelle VM. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ce type de service, on va pouvoir dépasser cette capacité qu'avait le cloud privé en permettant de déployer plus de VM à la demande. C'est ce qui fait aussi qu'on peut aller rechercher même des plus grosses VM. On va pouvoir recycler, aller chercher plein de petites VM qui n'étaient plus utilisées, pouvoir venir placer une grosse VM à la place pour pouvoir continuer de s'exécuter. Et puis, c'est ce qui fait aussi qu'on va pouvoir observer des comportements un peu périodiques, avec des VM qui ont besoin de s'exécuter la nuit, par exemple, versus des VM qui vont s'exécuter le jour. Le jour, on va être sur des traitements interactifs avec des gens de l'entreprise. Et puis la nuit, on va être sur du traitement de backup, par exemple, ou des serveurs qui continuent de s'exécuter la nuit. Et donc, on va pouvoir organiser comme ça l'utilisation des ressources de mon cluster dans le temps avec mes VM. Et donc après, il y a un coût, bien évidemment, pour ça. Donc on a détaillé le coût. Le plus gros du coût, en fin de compte, c'est de créer le snapshot. Quand j'ai besoin de faire un snapshot de la VM pour faire le backup, c'est là où ça prend du temps parce qu'il faut récupérer l'état, il faut le sérialiser, l'envoyer sur un support de stockage. Et donc ça, c'est plus difficilement compressible, ou en tout cas, il y a encore du travail à faire sur ces aspects. Mais en soi, ça fonctionne plutôt bien. Ça, c'est le premier niveau. On arrive à travailler sur les VM. Oui. Pour savoir qu'une machine ne fonctionne pas, parce qu'en pratique, même en interne, elle génère l'activité, sur les données, avec des logs, ouais, alors c'est là où on peut encore améliorer la chose, dans le sens où nous, on avait des heuristiques assez simples qui détectaient justement qu'on était en dessous d'un certain seuil d'activité. C'est un seuil. Et je pense que là, il y a des travaux encore qui peuvent être faits sur de l'analyse de séries temporelles, par exemple, pour comprendre justement comment la VM fonctionne et coupler ça justement à ce mécanisme pour dire que quand on a besoin de la VM, on va la scheduler pour faire ce qu'elle a à faire. On va la laisser faire ce qu'elle doit faire et puis après on peut la remettre de côté parce qu'on justement on sait qu'elle n'est plus beaucoup utilisée. Typiquement, une machine qui fait rien, ouais. Avec un cron qui fait toutes les semaines, si vous le développer, vous ne savez pas que ce soit. Alors on peut la laisser s'exécuter pour apprendre justement qu'on a un cron qui s'exécute toutes les semaines. Et au bout d'un moment, on va dire bon, on voit bien que il y a de l'activité qui se déclenche que à ce moment-là. Si c'est le lundi matin à 8 h, dans ce cas-là, mon algo va dire ok, je vois maintenant qu'il y a une activité le lundi matin à 8 h qui dure autant de temps. Et le lundi matin à 7 h, par exemple, je vais déclencher l'algo pour venir rescheduler cette VM sur mon infrastructure, lui laisser le temps de s'installer. Et puis derrière, elle va faire son activité. Et puis derrière, je sais que je pourrais récupérer les ressources pour le reste de la semaine. Ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est possible aussi de le dire explicitement dans l'infrastructure, ce qui nous simplifie la vie, de dire, voilà, ça c'est une VM que j'ai besoin d'utiliser le lundi de 8 h à midi, par exemple. Là, on sait en plus c'est l'utilisateur qui nous l'a dit, donc on a un peu plus de confiance. Donc on fait en sorte qu'elle soit disponible sur ce créneau-là. Autre aspect qu'on peut optimiser, c'est le déploiement en Kubernetes. Donc, on est sur la couche juste au-dessus, là, dans les conteneurs. On va déployer des conteneurs ou des pods sur une infrastructure, sur un cluster, donc un certain nombre de machines.
Et donc là, c'est des problématiques assez récurrentes hein, de bin packing qu'on retrouve dans pas mal de domaines. On a besoin de placer nos jobs pour qu'ils s'exécutent sur une certaine durée, sur une machine, et puis on va avoir un certain nombre de jobs qui vont arriver. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on a 12 jobs à exécuter, les stratégies traditionnelles hein, qui sont fournies par les orchestrateurs sont typiquement ce qu'on appelle du spread ou du bin pack. Donc spread, je prends le premier job, première machine, deuxième job, deuxième machine, troisième job, troisième machine, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait le tour de mes machines et je reviens au départ. Bin pack, c'est premier job, première machine, deuxième job, deuxième machine, première machine, et je continue jusqu'à remplir ma machine en mémoire et en CPU, et après je passe à la seconde. Et donc on voit typiquement qu'en appliquant ces stratégies-là, mes 12 jobs exemples que j'ai pris, ben, ils ont besoin d'une quatrième machine pour s'exécuter. Sauf que si on prend ce problème-là, qui est relativement simple, et qu'on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une solution qui permettrait d'exécuter ces 12 jobs sur 3 machines, qui a un potentiel d'amélioration en économisant une machine. Et ça, c'est super intéressant. Parce que la plus grosse économie qu'on peut faire dans le grid, grosso modo, c'est d'éteindre des machines. Si je suis capable d'utiliser moins de machines pour faire le même job, j'ai tout gagné. On s'est dit, bah, tiens, comment on peut généraliser ce type de solution pour permettre justement de faire en sorte d'utiliser un minimum de machines. Donc on a mis en place une solution. Alors on ne l'avait pas fait avec Kubernetes parce que Kubernetes était assez jeune à ce moment-là. On l'avait fait avec Docker Swarm, qui était la solution du marché au moment où on l'a réalisé. Puis on a mis en place justement une solution qui permettait là aussi de pouvoir observer le comportement des jobs qui s'exécutent. Alors généralement des jobs, c'est des choses qui reviennent. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on exécute une seule fois. Donc on a le temps de les voir venir une première fois, de regarder ce qui se passe. Et puis se dire, bah, tiens, les fois suivantes, toi je te connais. Je vais pouvoir appliquer une décision un peu différente parce que maintenant je te connais. Et ça c'est intéressant parce que il y a pas mal de travaux qui s'intéressent justement à du placement sur des machines qui nécessitent justement de connaître au préalable la consommation des ressources. Et en tant que développeur, généralement c'est difficile pour un développeur de pouvoir quantifier précisément son algo, de combien de mémoire, combien de CPU il va avoir besoin. Là on lui dit, bah non, tu continues de vivre comme tu as l'habitude de vivre. Et puis nous, par contre, on va essayer justement d'estimer plus précisément ça. Donc on regarde les jobs s'exécuter, puis au fur et à mesure, on va être capable de les placer de manière plus intéressante. Alors, pareil, hein, les détails sont dans l'article, je ne vais pas tout vous faire, mais on extrait un certain nombre de métriques sur l'utilisation du CPU et de la DRAM. Et puis derrière, justement, on va être capable de construire un modèle qui va nous permettre de placer de manière plus intelligente les machines en ayant conscience de leur consommation mémoire et leur consommation CPU. Et ce qu'on observe, en fin de compte, c'est que si on exécute une trace qui s'appelle Googlebord, hein, qui est une trace de data center de Google, pardon, qui avait été partagée par Google et qui correspondait justement à un environnement de production de chez Google, on arrive à avoir typiquement les mêmes performances que les stratégies de base. En termes de performance, on n'a pas perdu. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cette stratégie qu'on a mis en place, qui s'appelle Genpack, ben, on a moins 23% de consommation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la situation, on a réussi à éteindre des machines qui nous ont permis de faire des gros gains d'énergie. On a quand même consommé un quart de moins que ce qui était prévu. Et là, quand même, par rapport à cette question du matériel qui est le seul vecteur d'économie, on se dit, ben là, on a réussi à travailler sur du logiciel. Et en travaillant sur ce logiciel, on a quand même gagné 25%, 23% d'énergie. Dans des choses un peu plus intelligentes. C'est pas juste, en fin de compte, une question de matériel, parce que sinon, je continue à faire des trucs random, du spread, du min-pack, et puis c'est tout, je consomme moins. Juste en gardant le même matériel, je peux économiser. Et en plus, si le matériel fait des optimisations, bah là, je gagne sur les deux tableaux, parce que j'aurai moins de machines qui consomment moins, et donc là, j'aurai un gain qui sera encore plus important. Et ça, on l'a fait aussi avec, justement, prendre en compte l'efficience des machines. Donc, il y a un travail qui a étendu ça, où on regarde, en plus, si on a des clusters un peu hétérogènes avec des machines qui ont des efficiences un peu différentes, on essaie justement d'exploiter les machines qui sont les plus efficientes. Si on continue de remonter les couches, on arrive sur des couches où on va avoir de la programmation. Et donc, un vieux lunaire, hein, c'est toujours quel est le langage qui consomme le moins. Des collègues, cette fois-ci au Portugal, qui sont intéressés à faire un petit benchmark, une petite comparaison des langages de programmation.
et qui ont regardé sur différents aspects, hein, énergie, temps, consommation mémoire, ce que donnait un peu le classement de ces technologies. Alors, bon, il y a des choses un peu évidentes, hein, comme le C, bien évidemment, ça reste quand même le top du top. Alors, tout le monde ne développe pas en C, hein, tout le monde ne veut pas forcément développer en C non plus. Mais bon, on voit que ça reste quand même la référence. Et puis, bon, en bas, hein, on retrouve les usual suspects, hein, le petit Python, qui est le mauvais garçon. Bon, mauvais garçon, mais c'est l'un des langages les plus populaires aujourd'hui, hein, sur le marché, notamment avec toute l'émergence de l'IA, du machine learning. Ça reste un des langages qui est le plus utilisé. Donc oui, il y a assez peu de langages qui, au final, ont le même classement, aussi bien sur l'énergie que sur le temps. Et donc, énergie et temps, en fait, la relation, elle est généralement compliquée, hein. Sur du séquentiel, il y a une bonne corrélation. Si je fais les choses plus vite, je gagne de l'énergie. Quand j'introduis du parallélisme, ben, ça dépend du type de parallélisme auquel je fais face. Si j'ai des choses bien parallèles, je peux gagner. Si j'ai des choses qui ont besoin de communiquer, ben là, ça va être un peu plus compliqué. En fonction du type d'activité, hein, si on manipule des chaînes de caractères avec des expressions régulières, ben, on a certains langages qui vont sortir leur épingle du jeu. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment un langage qui détruit tout. Okay. Bon, c'est encore assez ouvert. Cette étude, elle est bien gentille, hein. Maintenant, il faut faire attention, il faut toujours prendre avec des pincettes, hein. Ce n'est pas une question de langage, en fin de compte, pour moi. Parce que le langage, c'est une grammaire, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça traduit aussi ce qu'il y a derrière qui fait tourner ce langage, hein. L'environnement d'exécution, le compilateur, la JVM, c'est surtout ce qu'on va benchmarker au final dans ces benchmarks. Donc, notamment, nous, on a regardé là récemment, bah, tiens, c'est quoi la consommation des différentes JVM. Alors, Java, c'est un écosystème qui est assez riche, avec plein de substrats d'exécution qui existent, on en a découvert plein. Et puis, on a dit, bah, tiens, on va benchmarker un peu ces environnements Java. On a pris différents benchmarks modernes, de type Renaissance, puis donc, il y avait du DACapo aussi. On les a fait tourner, puis on a regardé sur différentes versions de Java. On est reparti des versions 8 jusqu'à la version 15. On a regardé du GraalVM, comme de OpenJVM, du G9, et puis on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce que ça donne en fait la consommation? Est-ce qu'il y a des différences? On voit alors, il y a des leçons assez intéressantes, hein. On voit globalement les choses s'améliorent avec les versions, donc ça c'est plutôt cool. On n'a rien à faire, on fait juste un update de la JVM et a priori on va gagner un peu. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a GraalVM qui se trouve là, hein, qui est resté, lui, sur ce qu'on appelle une LTS, hein, sur une version stable, qui est assez compétitif au final avec les versions récentes de la JVM. Donc, la JVM a plutôt fait du bon boulot dernièrement, hein, pour réduire son empreinte énergétique. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est vrai que quand GraalVM est sorti, c'était un peu la super VM qui était super rapide pour s'exécuter, sur laquelle tout le monde devait basculer. Bah, aujourd'hui, c'est moins clair. Dans le benchmark qu'on a réalisé, il y a quand même certaines applications qui gagnent à s'exécuter plutôt sur la JVM que sur GraalVM. Et puis sur G9, hein, qui est maintenant maintenu par Eclipse, bon là, c'est moins tout pour eux. Il y a quelques benchmarks bien précis sur lesquels ils arrivent à être compétitifs, mais globalement, si vous ne connaissez pas votre application, c'est peut-être pas la première VM à tester. Ça, c'est des résultats qui vont être publiés sous peu. C'est des choses qu'on avait fait aussi sous Python. Sous Python, là, c'est le runtime par défaut qui est fourni avec Python. Et puis, pareil, Python a un environnement assez riche de runtime, et on avait vu que certains runtime permettaient d'économiser pas mal d'énergie, parce que quand on regarde l'échelle en bas, c'est pas anodin. Donc, la même application exécutée sur un runtime différent, bah, ça peut donner des empreintes très différentes. Et ça, c'est pareil, c'est cool pour le développeur, parce que le développeur n'a même pas à se prendre la tête sur son algo. Juste en faisant le bon choix de la VM, bah, déjà, il peut faire des économies. Ça, sur la couche, justement, environnement d'exécution, là aussi, on peut avoir... si on continue de monter, on va regarder, par exemple, bah, tiens, l'interaction avec la base de données. Je vous ai dit tout à l'heure, les accès IO.
Si j'accède à ma base de données, comment j'accède à ma base de données? Est-ce que j'utilise un ORM qui m'est fourni par le framework? Est-ce que je fais moi-même mes requêtes? Si je fais mes requêtes, est-ce que je me rappelle des cours de base de données, comme m'avaient donné mes profs, qui me disaient ah, les requêtes, il faut les écrire d'une certaine façon, c'est beaucoup plus efficient. Et puis je disais waouh, ok, peut-être. De toute façon, moi, quand je fais des traitements avec 5 enregistrements, je ne vois pas trop la différence, sauf que on passe de 5 enregistrements à plusieurs millions d'enregistrements. Là, on commence à voir les effets des optimisations. On voit que justement, là, pareil, entre lister de manière naïve un set d'événements, qui est la base de données qu'on utilisait, on était à 11 joules. Si on le fait de manière un peu plus optimisée, on peut descendre à 3 joules pour récupérer exactement la même donnée. Là, j'ai un facteur 4 pour les deux. En plus, si je combine avec l'optimisation de mon runtime qui exécute tout ça, là aussi, j'ai du gain. On a regardé aussi sur des librairies, des bibliothèques Java. Et donc, là aussi, on voit des améliorations au cours du temps. Donc là, on a pris la bibliothèque JSON, qui est maintenue par Google. On a rejoué tous les commits de JSON. Et puis, pour chaque commit, on a exécuté un scénario qui est un scénario typique de ce qu'on fait en JSON, qui est de lire un document JSON, pouvoir le charger en mémoire. Et puis, on l'a exécuté sur les différentes versions. C'est un truc l'avantage qui est assez stable au cours des versions, parce que c'est quand même une fonctionnalité cœur de JSON. Et donc, on peut la rejouer tout au long. Et donc ça, on voit qu'au fur et à mesure des versions, hop, on a des optimisations. Et on arrive à réduire la consommation. Donc ça vaut le coup de travailler sur le code, d'une part, on peut gagner de l'énergie. Ça vaut le coup de se poser la question de quelle est la bibliothèque qu'on utilise, de quelle est la version de la bibliothèque qu'on utilise, parce que ça peut avoir une incidence. Et puis on a regardé, mais qu'est-ce qui se passe quand on voit ce genre de descente? Alors, on a fait une première hypothèse qui est les gens font du refactoring. C'est souvent ce qu'on nous dit. On va faire du refactoring de code, du coup, on va faire des optimisations, tout ça. Et en rejouant les commits ici, et en analysant justement, en faisant une extraction des refactorings qui sont appliqués, il y a des outils qui permettent de savoir justement quels ont été les refactorings appliqués entre deux versions du code. Bon, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il n'y avait pas vraiment de refactoring qui était la cause de ce gain. C'était à la fois une déception et plutôt une bonne nouvelle. La déception, c'est mince, on ne peut pas gagner d'énergie en faisant du refactoring. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en perd pas non plus. Vous pouvez refactorer du code, vous pouvez améliorer la qualité de votre code. A priori, ça ne va pas non plus dégrader les performances et l'efficience de votre code. Ça, c'est quand même plutôt cool. Dernier point, l'IA, le machine learning, gros sujet. Pas mal de papiers qui sortent, notamment dans la communauté de l'IA, avec des gens qui commencent à se poser des questions un petit peu sur le coût de ce qu'ils font. Ça a été un peu une course effrénée à la performance dans ce contexte-là, avec des gens qui allaient aux enchères d'avoir des modèles de plus en plus précis, sans jamais trop montrer ce que ça leur avait coûté en termes d'infrastructure et de consommation. Et puis là, avec l'émergence du deep learning, notamment, il y a des gens qui ont fait des estimations en se disant waouh, en fin de compte, l'entraînement d'un réseau de neurones, ça a tendance à consommer autant que 5 voitures sur leur durée de vie. Ça commence à faire beaucoup. Il faudrait peut-être qu'on se pose des questions sur si on ne peut pas améliorer les choses. Donc il y a une vraie activité aujourd'hui de la communauté là-dessus, notamment dans la communauté machine learning. Ils commencent, alors, ils n'en sont pas encore à proposer des optimisations, mais en tout cas à pouvoir être transparent sur le coût d'exécution des algos. Pouvoir apporter du temps, la configuration, l'énergie consommée. Certains se posent même la question de pouvoir faire justement des comparaisons d'algos à consommation équivalente. On donne un budget énergétique. Vous exécutez votre algo, et puis quand votre budget est arrêté, on arrête l'algo, et on regarde la précision que vous avez réussi à obtenir, pour dire d'avoir des comparaisons qui soient beaucoup plus équitables et beaucoup plus raisonnables. Alors nous, on a regardé, on a pris scikit-learn, qui se trouve être une bibliothèque développée à l'INRIA, qui est une des bibliothèques un peu majeures, développée en Python, enfin tout ce qu'on aime. Et puis on a dit, tiens, on va prendre un algo d'apprentissage supervisé.
donc avec une phase d'entraînement, et puis on va regarder, tiens, combien ça coûte d'entraîner cet algo. On a pris un workload standard, on n'a rien fait de fou là-dessus. On l'a laissé s'entraîner, et puis après on a fait des estimations avec le modèle qu'on a appris, puis on a regardé combien d'estimations on peut faire, et à quel moment, en faisant des estimations, on arrive à peu près au même niveau que ce que ça nous a coûté d'entraîner le modèle. Il a fallu 4,1 millions d'estimations pour arriver à l'équivalent. Ça ne veut pas dire grand-chose, l'équivalent. Et si on veut se poser la question de la rentabilité de l'apprentissage, ça nous dit pour un modèle, pour bien, voilà. Si je suis en dessous de 4 millions d'estimations d'inférence, j'ai peut-être fait un entraînement pour pas grand-chose. Tout ce que ça apporte comme question, notamment, c'est à quelle fréquence il faut entraîner des algos de machine learning. Est-ce que ça vaut le coup de faire un entraînement déclenché pour une entreprise, par exemple, de déclencher un entraînement toutes les nuits? C'est-à-dire, j'ai toujours un modèle qui est à jour par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. Est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine, une fois par mois? Sous quelles conditions, en fin de compte, on doit déclencher des entraînements d'algorithmes? Ce qu'on a vu là plus récemment, c'est aussi tout ce qui est transfert, de réutiliser des modèles qui sont pré-entraînés. Là aussi, on va pouvoir avoir des gains. C'est d'encourager ces pratiques à pouvoir réutiliser des modèles, d'avoir des approches un peu plus incrémentales pour éviter de faire des choses trop naïves. Alors nous, en tant qu'enseignants, on se dit on ne fait jamais des trucs naïfs. Et généralement, quand on discute avec les entreprises, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément partagé. Pour des raisons, des fois valables, les entreprises font des choses assez naïves. Il faut vraiment travailler là-dessus parce que l'entraînement, ce n'est pas anodin. On va voir que c'est. Je ne m'arrête pas là. Alors, toujours l'entraînement. Ici, c'est un classifieur SVM. On a regardé, tiens, comment progresse la précision de mon modèle au fur et à mesure que je l'entraîne. Je consomme du coup de l'énergie pour l'entraîner. On s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que pour atteindre les 0,65 de précision, sur 1 maximum, je vais consommer une unité d'énergie. Et que pour gagner 1/10 de plus, il faut que je dépense 2 fois plus d'énergie, en fin de compte, que je n'ai dépensé jusque-là. Ouais. Quelque chose que vous avez publié, ça? Non, pas encore. On y travaille. Donc, 2 fois plus d'énergie pour gagner 1 pouillème de performance. Et puis, je ne vous explique pas derrière. Derrière, ça monte de manière exponentielle. C'est-à-dire, plus on va vouloir encore gagner, se rapprocher du 1 idéal, plus on va devoir payer cher. Donc là aussi, ça pose des questions sur quelle est la précision acceptable des algos. Bien évidemment, si cet algo il a vocation à tourner dans un avion ou dans une voiture autonome, bien évidemment qu'en tant qu'utilisateur de la voiture, moi je préfère me trouver du côté du 1. Okay, et il y a un intérêt à ce que ça soit le cas. Par contre, si c'est pour placer des publicités sur un site web, on peut se dire, est-ce que j'ai réellement besoin de 1? Je sais qu'il y a beaucoup de sous derrière qui sont en jeu, mais raisonnablement, est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'une précision un peu moindre? Et il y a tout un tas d'algorithmes, de cas d'utilisation, où on peut avoir une précision acceptable sans forcément dépenser beaucoup d'énergie. Là, ça pose la question de justement quelle est la précision que je veux avoir. Et ça, c'est comme tout à l'heure les histoires de consommation de ressources, c'est assez dur à quantifier pour les utilisateurs de dire voilà quelle est la précision que je souhaite atteindre et à partir de là, je suis content. Dernier point sur l'IA, l'auto-ML. Vous avez peut-être entendu parler. L'auto-ML, c'est quand vous exécutez un algorithme de machine learning, vous avez des paramètres, ce qu'on appelle en machine learning des hyperparamètres, des paramètres de configuration sur lesquels on peut jouer et qui influent sur la qualité du modèle. Alors, le taf des ingénieurs, des data scientists, en fin de compte, c'est de venir ajuster ces hyperparamètres pour justement influer sur la précision. Alors, quand on a un bon data scientist, il a les bonnes intuitions pour setter les paramètres aux bonnes valeurs et puis pouvoir entraîner directement l'algorithme de manière efficace. Quand on n'a pas de bon data scientist, on fait de l'auto-ML. Et on met ça dans un framework, donc là on a utilisé Optuna, qui va tester avec différents hyperparamètres jusqu'à trouver le modèle le plus optimal. Et donc lui, en fin de compte, son taf, en fin de compte, c'est ça, c'est un problème d'optimisation. Sauf que pour pouvoir optimiser ce problème, il est bien obligé de faire des phases d'entraînement. Donc ça,
orange, le jaune, hein, c'était ma grosse barre de tout à l'heure, l'entraînement de tout à l'heure. Okay. On voit que pour faire de l'auto-ML, là, je vais avoir jusqu'à 25 fois plus de consommation sur la phase d'entraînement. C'est super, j'ai un modèle qui est super optimisé aux petits oignons. J'ai peut-être mon 1, je suis pas loin de mon 1 de précision, mais par contre, l'empreinte générée est juste absolument gigantesque. Attention sur les algos de machine learning. Dernier point, rapidement, l'agilité. Alors là, je remonte tout en haut, hein, conception d'application. Dans les méthodologies qui sont bien appliquées par les entreprises, c'est une méthodologie agile, avec justement pas mal d'agilité, de flexibilité pour adresser la conception des applications. J'ai participé à une conférence justement agiliste il y a quelques temps où on se posait la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les économies d'énergie. Une des propositions, c'était de rajouter un élément supplémentaire au manifeste agile qui disait grosso modo la maîtrise de l'impact plus que la course en avant. C'est-à-dire qu'en tant qu'agiliste, en tant que concepteur d'application, en tant que client même, de se poser la question de l'impact de ce qu'on développe dans les logiciels, des fonctionnalités qu'on introduit dans les logiciels, avant de les développer. C'est-à-dire que c'est en amont qu'il faut se poser aussi des questions pour se dire, cette fonctionnalité, est-ce que j'en ai réellement besoin? D'une part, parce que si c'est purement joué, j'en ai peut-être pas besoin. Et si j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai conscience de ce que ça va impliquer comme impact? Si j'ai besoin de faire tourner en continu une phase d'entraînement avec de l'auto-ML, cette fonctionnalité a intérêt à être vachement critique pour mon application pour justifier ça. C'est réfléchir autant que possible en amont. Donc pour résumer, hein, les logiciels ne sont plus que jamais prépondérants. Hein, donc tout est X-define, network-define. Enfin, vous pouvez prendre aujourd'hui, la liste s'allonge. Tous les logiciels se valent pas. Je suis bien conscient hein, que ce n'est pas les mêmes problématiques dans les applications web que dans l'automobile ou dans l'avionique. Est-ce qu'on a besoin d'une digitalisation massive? Attention à ne pas tout digitaliser juste pour dire de digitaliser, mais de faire ça de manière intelligente, en se posant la question des pertinences de fonctionnalités par rapport à leur impact. De se poser de plus en plus la question de l'impact écologique des fonctionnalités des apps. C'est pas évident, je ne dis pas que la solution est évidente, mais ne serait-ce que déjà se poser la question, c'est déjà une première étape. La sensibilisation du client qui est indispensable. Est-ce que le client aujourd'hui est prêt à payer pour un logiciel qui consomme moins? Ça, c'est encore difficile. Est-ce que vous êtes prêt à passer de la version premium à la version payante pour réduire l'impact sur l'environnement? Là, il y a encore un travail à réaliser. Refuser la facilité, parce que facilité n'est pas égale à frugalité, n'est pas égale à responsabilité. Il y a beaucoup de façons de faire qui sont faciles, mais qui ont un impact non négligeable sur la consommation. Exemple, mon serveur est surchargé, il ne gère pas la charge. Donc de me poser la question, est-ce que c'est un algorithme dans le serveur qui a été mal codé? C'est pas grave, je redéploie une nouvelle instance du serveur, je mets un load balancer devant, et puis la charge va passer. Ok, j'ai toléré la charge, mais au passage, j'ai quand même doublé le nombre d'instances et j'ai rajouté un load balancer. Ce n'est pas les solutions les plus faciles qui sont les plus économes. Et la frugalité est l'affaire de tout l'écosystème, de toutes les couches. Il y a la possibilité d'avoir un cercle vertueux, un peu comme on voit à la DevOps, hein, et ça nécessite de travailler là-dessus. Et il faut travailler à tous les niveaux, il ne faut pas se rejeter la faute. À l'image du DevOps, hein, c'est de dire de rapprocher les équipes de Dev et d'Ops pour qu'elles se parlent et que ça se passe mieux. Là aussi, sur la question énergétique, c'est d'arrêter de se rejeter la faute en disant c'est l'admin système qui doit gérer ça et moi, en tant que Dev, je fais mon taf. C'est de dialoguer pour essayer de travailler sur ces problèmes. Donc explosion des consommations, le matériel qui améliore son efficience en continu, donc ça c'est clair et net, faut le prendre en compte. Les matériels font du très bon boulot, je ne critique pas du tout ce qui est fait au niveau matériel. Il faut savoir l'intégrer, il faut savoir en tirer parti. Je dis bonne monture, c'est pas bon cavalier, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez acheté une Tesla, si vous êtes mauvais conducteur, vous ne tirerez pas le maximum des performances de la Tesla. Vous appuyez comme un taré sur l'accélérateur et sur le frein, ça ne va pas forcément donner quelque chose de beau en termes de l'autonomie de la Tesla. Si vous voulez utiliser au mieux le matériel qu'on vous fournit, utilisez-le de manière intelligente. Encore plus prépondérant,
L'énergie, la relation de l'énergie et du temps, c'est une première intuition qui est intéressante. Je dis généralement, c'est oui, si vous n'avez pas d'outils, si vous ne savez pas comment faire, déjà travailler sur réduire le temps, notamment sur les algorithmes, sur les aspects séquentiels, c'est déjà une première intuition qui va vous faire gagner de l'énergie. Après, si vous allez sur des choses plus poussées, ce n'est pas forcément le cas. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous réduisez le temps en rajoutant des instances dans votre infrastructure, ben là, ok, vous allez gagner sur le temps, mais vous n'avez pas du tout gagné sur l'énergie. Et puis travailler, encore une fois, sur toutes les couches. Et donc, s'il faut retenir 4 points de mon intervention sur comment demain vous pouvez améliorer l'efficience énergétique de vos logiciels, la première qui me semble vraiment importante, c'est de questionner ses usages et ses besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ça, vous pouvez le dériver dans toutes les couches. Si j'en ai pas besoin, ça ne sert à rien de l'instancier. Réfléchir avant d'agir. Ça vaut aussi pour le machine learning. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plein d'algos de machine learning où les gens ne veulent pas trop se prendre la tête sur comment faire. Et juste en dépensant quelques cycles de cerveau, on pourrait très bien arriver avec un algorithme qui fait assez bien le travail. Il y a des cas où l'usage du machine learning se justifie totalement, je n'ai pas de problème avec ça. Et il y a aussi pas mal de cas où juste un peu d'huile de coude et de cycles de cerveau peuvent permettre, en fin de compte, d'obtenir une équivalence de performance en dépensant beaucoup moins d'énergie. Et quand je dis réfléchir, c'est même réfléchir sur le papier. Il ne faut pas avoir peur de ressortir le papier et de poser les choses avant de commencer à taper sur la machine. Agir à tous les niveaux accessibles. Si j'ai la possibilité d'agir à un niveau, il ne faut pas hésiter à se poser la question de qu'est-ce que je peux faire à ce niveau. Comment je peux optimiser la configuration de ma machine virtuelle Java? Si j'ai la main dessus, il faut regarder ce qui peut être fait à ce niveau, parce qu'il y a peut-être un gain non négligeable à en tirer. Et puis, une fois que j'ai passé tous ces niveaux-là, soit j'essaye de faire aussi vite que possible, tout en faisant bien évidemment. Je gagne sur le temps, et je peux éteindre par exemple ma machine, l'utiliser pour faire autre chose. Ou sinon, on peut aussi se poser la question de faire à peu près. Et là, c'est la question de la précision que j'ai évoquée tout à l'heure. Peut-être qu'en faisant à peu près, en n'ayant pas exactement le bon résultat avec 10 décimales, c'est tout à fait acceptable pour mon client et que derrière, je peux économiser pas mal d'énergie. Il y a pas mal de travaux sur le calcul approximatif qui sont vraiment intéressants par rapport à ça. Et après il y a plein de sujets. Des questions liées au PUE, on commence à adresser ça. L'hétérogénéité matérielle, comment on adresse les problématiques de GPU, de FPGA, qui sont des accélérateurs qui sont maintenant. Comment mieux conseiller les développeurs, faire en sorte que justement ce partage de connaissances se diffuse plus rapidement et plus facilement entre les développeurs. La question de la maintenance logicielle, on parle beaucoup de production de logiciels, mais aussi tout l'aspect maintenance derrière qui est énorme et qu'il faut regarder. Combien d'énergie on dépense pour corriger juste un bug aujourd'hui avec du CI, avec des équipes de développement qui interviennent dessus. Et puis, quid des autres environnements d'exécution, bien évidemment tout ce qui est mobile. Je pense qu'Olivier vous a parlé de ce qu'il fait sur EcoCode. Ce qui est lié à l'IoT, mais là aussi, il y a pas mal de travaux qui s'intéressent à la consommation d'énergie. Et puis, pas mal aussi dans la robotique. Autour de Ross, se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'enjeux aussi pour eux. Et là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, juste mes collaborateurs, certaines têtes sont familières. Le travail, c'est pas uniquement moi qui l'ai réalisé, c'est beaucoup des personnes avec qui je travaille, les doctorants, les ingénieurs qui interviennent sur les solutions logicielles, donc je les remercie. Pas mal de collaborateurs aussi, à l'étranger et puis dans l'industrie. Et ça, c'est bien agréable de voir que l'industrie, maintenant, c'est vraiment pareil du sujet. On a commencé il y a 10 ans, ce n'était pas forcément le cas. On présentait nos travaux, on n'avait pas forcément l'oreille attentive, c'est plus aujourd'hui, donc ça fait plaisir de voir qu'on avance dans le bon sens. Et j'arrêterai sur ce transparent qui résume un peu les publications qu'on a pu avoir les dernières années sur le sujet. Si vous avez encore des questions et un peu de temps, je vous ai. Merci. Dans le fond, et... Ouais. La première, c'est que si vous savez quels sont les modèles
Quels sont les modèles utilisés par RAPL? Quels sont les modèles utilisés par RAPL? Alors, non, j'ai pas l'information du modèle qui est implémenté par RAPL. Alors, on n'a pas publié dernièrement les publications. Ce qu'on a vu, nous, c'est que les premières versions de RAPL n'étaient pas très précises. En 2015, on a publié un article à Euro 6 où on montrait que quand on prenait un wattmètre et ce que disait RAPL, on n'avait pas de corrélation dans certaines situations. Donc, il y avait de sérieux doutes sur la précision de RAPL. Par contre, depuis, il y a eu, nous, on a confirmé que les choses avaient été bien recalibrées. Intel a pas mal bossé sur la recalibration de RAPL. Donc, on a beaucoup plus de précision aujourd'hui. Ça a été conforté par d'autres études qui ont été faites par d'autres personnes. C'est que la sonde RAPL était quand même assez fiable aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est même implémentée par d'autres constructeurs. AMD, typiquement, maintenant, la propose depuis la version 5.8 du noyau Linux. Si vous avez une machine AMD, je crois que c'est les Ryzen 3, vous avez la possibilité aussi d'accéder à la consommation du processeur via une interface qui est semblable à celle de la. C'est une interface qui est en train d'être un peu standardisée, qui est partie d'Intel, mais qui est en train de devenir un standard de facto pour la consommation. Chez ARM, on ne sait pas trop s'ils ont l'intention de l'intégrer ou pas, mais en tout cas, elle est en train de se développer. Par contre, ouais, j'ai pas l'information du modèle exact. Alors, c'était justifié au départ, ce que je disais. Nous, on avait fait des mesures. Je ne me permettrai pas de critiquer aujourd'hui RAPL parce que, a priori, ça fonctionne plutôt bien. Alors là, dans ce qu'on a mesuré, on a mesuré que les versions open source, celles qui étaient accessibles librement. On n'est pas allé voir les versions pro payantes. Je sais que dans ces versions-là, notamment, généralement, il y a, dans la partie payante, il y a aussi des optimisations qui sont vendues, notamment sur le garbage collector, sur le Git. Ça, on n'a pas pu, on ne pouvait pas se permettre de tester ça, donc on n'a pas forcément les effets. Donc on s'est limité à l'ensemble des versions open source qui étaient disponibles. Ouais. C'est un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a les petits gestes colibri des développeurs. On voit qu'il y a des marges de progression qui sont assez significatives. Après, il y a tout un déterminisme d'écosystème autour sur lequel on n'a pas forcément la main. Typiquement, dans le monde du web, par exemple, il y a une inflation totale des librairies, de la taille des. Voilà, une petite chose maintenant. Alors, on peut réinventer la roue, mais après, dans les entreprises, dans les structures qui fait qu'on est obligé d'utiliser les Docker, les machins. Et je trouve que c'est un peu compliqué de. Donc, aussi, hier, que dans le monde Android, on arrive avec un langage que. C'est un peu compliqué des fois de faire certains choix. Enfin, je sais pas, c'est une réflexion. Quels sont vraiment les leviers pour remonter au niveau supérieur ou pour faire évoluer ces cultures-là. C'est-à-dire que le matériel est tellement rien, les GPL tellement rien que maintenant, les architectes de Twitter se disent on va télécharger quelques GPL en plus pour Oui, ça, on dépend beaucoup de l'écosystème, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que les choses changent. Après, dans Docker, quand on télécharge les images, il y a quand même ce mécanisme de layer qui font qu'il y a déjà des optimisations pour ne pas non plus télécharger toute l'image brute à travers le réseau. Donc, il y a déjà des petits mécanismes qui sont en place. Maintenant, c'est clair que les gens qui font des images Docker ne se posent pas forcément non plus la question de faire une image qui est assez compacte. Docker donne des recommandations pour justement faire en sorte d'optimiser les images. Elles ne sont pas nécessairement toujours suivies partout. Il y a des images de l'OS qui sont justement légères, pour faire en sorte que les images soient plus compactes. Et dans les faits, oui, ce qu'on observe, c'est que dans la vraie vie, on a beau faire plein de recommandations, elles ne sont pas forcément suivies. Quand on enseigne, on fait plein de recommandations à nos étudiants, ce n'est pas pour ça que derrière, ils vont les suivre. En tout cas, les premières années, des fois, ils reviennent vers nous en disant en fait, ce que vous racontiez, c'était intéressant, parce que là, j'ai eu problème, donc je
me suis rappelé de votre cours qui disait que, ah oui, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit le mur. Et du coup, oui, il faut réussir à faire changer les mentalités. Là, on a déposé une ANR, nous, justement, sur des problématiques de recommandation, pour essayer justement de sensibiliser les développeurs sur, bah, tiens, tu peux tester ça. Des fois aussi, les gens sont dans un mood où, ok, j'utilise ce langage parce que bah, voilà, j'ai plusieurs projets, j'ai fait avec, ça s'est bien passé, j'ai une certaine expérience dessus. Et du coup, telle bibliothèque, je l'utilise aussi parce que pareil, une bibliothèque que je connais bien, donc je l'utilise. Je ne me suis jamais posé la question de son impact sur les questions énergétiques. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, tiens, on ne veut pas non plus changer tout au tout. C'est-à-dire, si tu développes en Python, je ne vais pas te dire, bah, demain, tu dois développer en C parce que C, c'est ce qui est efficient. On ne peut pas imposer ça aux développeurs, ça aurait des conséquences néfastes en final. Parce que changer une équipe de développement pour dire, bah, le prochain langage que vous allez utiliser, c'est C, bah, ça va prendre du temps. L'ambiance dans l'équipe va peut-être être détestable parce que les gens ne l'ont pas forcément voulu. Ça va générer plus de bugs, ça va avoir un surcoût, ça va retarder les projets. Donc ça, c'est pas souhaitable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer les choses petit à petit. Donc, ok, tu veux rester sur Python, pas de problème. Reste sur ton langage de confort, on va voir comment on peut t'accompagner sur ce langage-là, en travaillant sur les algorithmes, en travaillant sur les bibliothèques, en travaillant sur le runtime, pour te permettre de tirer un maximum d'efficience de ton environnement. Et ça, nous, on y croit beaucoup plus. Après, il y a des effets de masse. C'est sûr que quand on est Intel, une petite modif dans le processeur, ça va toucher des millions de personnes à travers le monde une fois qu'on aura vendu nos processeurs. C'est un impact direct. Quand on est développeur, quand on travaille sur les QGO, c'est l'inverse. En effet, le colibri, il faut convaincre des millions de personnes d'adapter leurs usages, leur façon de faire, pour réussir globalement, en fin de compte, à réduire la chose. Donc là, le travail est autrement plus difficile. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire? Nous, on pense que non. Il faut évangéliser là-dessus, de continuer à en parler et d'encourager les gens à travailler en leur disant vous avez un impact. C'est justement de ne pas se dire que tout simple, c'est qu'Intel fasse le job. Moi, à mon niveau, je fais n'importe quoi, mais il y a des gens intelligents chez Intel qui vont faire le job et qui vont faire en sorte que mon code, qui n'est pas terrible, s'exécute de manière totalement efficiente. Ça, c'est une grosse erreur de penser ça. Oui. Non, là, on a fait les tests, tout ça avec eux sur leur machine pour vérifier que c'était compatible avec leur infrastructure. Là, on est dans une phase où ils sont en train de l'intégrer, donc de le déployer sur leur infrastructure. Pour pouvoir justement le proposer, eux, c'est vraiment, enfin, ils ont fait plusieurs annonces même dans un certain nombre de conférences où la volonté, c'est vraiment d'être transparent vis-à-vis de leurs clients sur le fait de pouvoir leur dire, bah voilà, votre VM consomme autant. Aujourd'hui, vous prenez une VM chez Amazon, chez Azure. On a déjà le cas de personnes qui sont venues nous voir en disant, ah bah ouais, moi j'ai du code qui est déployé chez Google, sur App Engine, qui est déployé chez AWS. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça consomme? Je suis désolé, non, je ne peux pas vous le dire. Si j'ai un accès à la machine physique, je peux vous le dire. On a des solutions qui permettent de le faire. Par contre, c'est bien que AWS ne communique pas trop sur le matériel qu'ils utilisent. Google, c'est pareil, il y a beaucoup de communication autour des TPU, environnement justement pour le machine learning, en disant ça ne consomme rien. Mais on ne sait pas trop ce qu'est un TPU aujourd'hui. Donc il faut pouvoir rentrer dans les data centers pour pouvoir déployer les choses, et c'est ce qu'OVH a permis. Et on espère que l'initiative donnera envie et encouragera d'autres acteurs à emboîter le pas. Alors peut-être pas forcément avec Power API, moi je défends ma solution, mais c'est avec Scaphandre ou d'autres solutions, on sera très content. Mais ça permettra justement de faire remonter l'information sur les couches supérieures pour que les gens en deviennent conscients. Après, plus on remonte les couches, plus ça devient compliqué aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que par en watts, si je vous dis votre application consomme 2 watts, vous allez dire c'est cool, c'est pas cool, je ne sais pas. Donc c'est difficile pour les gens de s'approprier ça. Donc si on remonte jusqu'à l'utilisateur final, idéalement, on voudrait pouvoir dire à Madame Michu qui va sur Google, attention, la requête, elle consomme autant. Après, il faut trouver des métriques qui parlent aux gens, la population à laquelle on s'adresse, pour que ça ait une incidence.
Si la métrique ne parle pas, les gens vont dire ok, c'est un chiffre qui s'affiche. C'est marrant, ça change quand je fais des trucs différents, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus. On commence à y regarder, c'est pareil. On avait des modèles, hein, je n'ai pas présenté, mais on a des modèles de disques SSD pour estimer la consommation. C'est moins évident parce que autant on a RAPL sur le processeur qui nous donne des infos et qui ne coûte rien à déployer, autant à l'échelle d'un data center, commencer à dire sur les disques SSD, on n'a pas RAPL, donc il faut déployer une instrumentation physique pour pouvoir avoir justement cette vérité de terrain. Là, c'est plus la même histoire, c'est plus le même coup, ça passe plus à l'échelle. Là, c'est plus dur en fait. Sur les disques, on pense qu'on peut faire des choses. Sur les GPU, on commence à avoir aussi des sondes, donc on commence à faire des choses. Mais il faut que les composants aussi soient communiquent. Oui. Alors, c'est dans la famille Power API, c'est-à-dire que Power API, nous, on le voit pas comme un wattmètre logiciel, on le voit comme une boîte à outils, un framework. Qui permet d'assembler les wattmètres en fonction des cas d'usage. Et donc, typiquement, quand on parle de SmartWatt, c'est une instance, justement, de cette bibliothèque qui va permettre de pouvoir faire de la mesure de consommation sur des conteneurs, sur des VM. Donc, c'est la dernière instance, en fait, qu'on a créée avec cette bibliothèque. Là, on a reçu l'inspecteur. Il y a un lien, vous avez travaillé à l'époque avec ensemble, mais c'est pour le cas ou pas? C'était un projet de l'ADEME. Hein. Donc l'ADEME a un programme qui s'appelle Perfecto, qui finance des projets. Alors c'est des projets qui sont pilotés par les entreprises. Et donc on a eu un projet où on a intervenu qui s'appelle Web Energy Archive, qui s'intéressait à la mesure de conso des sites web et du point de vue du client. Donc on a fait de la mesure depuis les navigateurs, de quand je me connecte sur le monde, grosso modo, combien ça consomme. Et on regarde dans le temps comment ça évolue, on regarde dans des catégories équivalentes, est-ce qu'il y a des bons clients et des mauvais clients. C'est-à-dire, dans le web, voilà, il y a toujours plus de JavaScript qui s'exécute et on a tendance à envoyer un peu plus de JavaScript aux clients. On déporte aussi la consommation. Donc, quand on fait de la mesure, c'est de la mesure de bout en bout qu'on doit faire. Et donc là, on a regardé justement, qu'est-ce que ça coûte de charger la page principale du monde, Figaro, peu importe. Et donc, on faisait comme ça une surveillance des sites régulières et on utilisait pour API pour cette méthode. Non, je pense que. Non, je pense qu'ils sont partis après sur de l'analyse de statique. Alors, je n'ai pas discuté avec Olivier et ses collègues et Thierry là-dessus, mais il me semble qu'ils sont plus maintenant sur de l'analyse statique côté code source, avec des règles qui sont vérifiées directement sur le code source et moins d'analyse dynamique comme on peut le proposer. Ouais. Pourquoi il faut faire un modèle par-dessus le modèle RAPL? Parce qu'on a besoin, en fin de compte, donc RAPL ne nous donne pas l'information par les process, par process. Okay. Donc si on veut cette information, on est obligé de trouver un intermédiaire. L'intermédiaire qu'on a trouvé, c'est les événements, les performance events. Et ces perf events, en fin de compte, on peut les mesurer à la fois au global, sur le processeur, et à l'échelle des processus. On rebondit grosso modo sur ces perf events, mais pour pouvoir le faire, il faut identifier les bons perf events sur lesquels on peut rebondir. Donc c'est à travers du modèle, en fin de compte, qu'on arrive justement à identifier cette corrélation. Merci pour votre attention. On reprend